Jacobo Grinberg a décrit notre monde comme une matrice. 20 ans avant la sortie des films Matrix. Pour lui, c'était de la science, pas de la science-fiction. Et il était sur le point de prouver sa théorie quand il a mystérieusement disparu, jamais retrouvé. C'est le mystère de la disparition non résolue de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg avait 12 ans lorsque sa mère est décédée d'une tumeur au cerveau. Cette période triste de sa vie a motivé Grinberg à étudier le cerveau humain. En conséquence, il a passé sa jeunesse à poursuivre des diplômes en psychologie et en psychophysiologie. Finalement, il a obtenu un doctorat et a créé un laboratoire au Mexique, recherchant comment le cerveau réagit à différents stimuli. Grinberg était sur la voie d'une carrière brillante dans le milieu académique. Tout ce qu'il avait à faire était de s'en tenir à ce qui était normal dans son domaine. Mais ce que Jacobo était sur le point de découvrir était tout sauf normal. Et tout a commencé par une invitation inattendue. En 1975, le scientifique a été invité à Los Pinos, qui était comme le siège du président mexicain à l'époque. Qui a invité Grinberg? La sœur du président Margarita López Portillo, une puissante socialiste et soutien des cultures indigènes. Portillo a présenté le scientifique à une femme mystérieuse, connue sous le nom de Doña Pachita. Sur le papier, Pachita était chanteuse de cabaret et vendeuse de billets de loterie, mais ce qui la rendait célèbre était son activité secondaire de guérison des gens avec des procédures paranormales. Rien de ce qu'elle faisait ne semblait médical. Pourtant, les gens juraient par ses méthodes. Elle avait guéri la cécité, rendu fertile des femmes sans enfants, et même ramené des gens du seuil de la mort. Les médecins traditionnels et les scientifiques étaient sceptiques à l'égard de Pachita, mais Grinberg avait décidé de garder l'esprit ouvert, et ce qu'il a vu a changé toute sa narration sur la vie elle-même. Doña Pachita reviendrait bientôt le mentor de Grinberg, et il écrirait sur ses opérations spirituelles en grand détail. Dans l'un de ses livres, Grinberg a écrit que Pachita, citation, était capable de matérialiser et de dématérialiser des objets, des organes et des tissus. Et il avait une explication quelque peu scientifique pour ses exploits surnaturels. Grinberg a théorisé que Pachita faisait quelque chose pour affecter les éléments mêmes de la réalité, ou comme il le dirait, citation, la manipulation des structures organiques. Et avec son travail ultérieur, Grinberg enquêterait et expliquerait comment Pachita réalisait ses miracles. Mais avant d'entrer dans l'explication de Grinberg, je dois souligner le miracle le plus important de Pachita. À différents moments de sa vie, le gouvernement s'en est pris à la chamane pour le crime de, je cite, pratiquer des rites vaudous. Mais chaque fois que cela se produisait, Pachita disparaissait simplement de la surface de la Terre. Peu importe combien d'agents des forces de l'ordre allaient la chercher, et peu importe où ils cherchaient, Pachita n'était nulle part à trouver. Le gouvernement, de toutes ses forces, ne pouvait pas la trouver, et quand les choses se calmaient, et cela pouvait prendre des années, Pachita réapparaissait, ayant l'air de ne pas avoir vieilli d'un jour. On aurait dit que Pachita avait trouvé un moyen de sortir complètement de notre réalité. Et c'est important, car des années plus tard, Grinberg disparaîtrait de manière similaire. Sauf qu'il ne réapparaîtrait jamais. Jacobo Grinberg a disparu juste avant qu'il ne soit sur le point de prouver que la réalité telle que nous la connaissons n'est qu'un hologramme que nous pouvons directement affecter avec nos cerveaux. Alors, comment Grinberg en est-il arrivé à cette conclusion? Bien sûr, en observant Pachita. En 1987, lorsque Grinberg a publié son ouvrage intitulé Les chamans du Mexique, le livre comportait 6 volumes, que Grinberg avait écrit en peu de temps, comme s'il était possédé par un esprit extérieur. Le résultat était un intense flux de conscience, capturé en plus de 1200 pages. L'argument principal du livre était que le Mexique était dans un état de soumission, ce qui avait fait qu'il perde son sens de soi au fil des siècles, d'influences étrangères. En conséquence, les traditions chamaniques du Mexique avaient été écartées au profit de l'interprétation matérialiste occidentale de la réalité.
Grimberg ne voulait pas que la science occidentale limite son enquête. Donc au lieu de l'utiliser pour rejeter les chamans qu'il avait vus, il a décidé d'utiliser la science pour expliquer leur travail. Et c'est ainsi que Grimberg est devenu l'un des premiers universitaires à comparer notre monde à la Matrice. Et cela des décennies avant la sortie des films Matrix. Mais Grimberg n'avait pas besoin des films de toute façon, car il a pu voir de près les nombreux faits surnaturels de Pachita. Il a consacré un volume entier de Les chamans du Mexique à décrire ces miracles. Selon le livre, Pachita effectuait ses opérations spirituelles avec un couteau qui était un héritage familial. Et étant donné que Pachita prétendait être la nièce de Moctezuma et la sœur de l'empereur aztèque Cuauhtémoc, qui sait où se trouve ce couteau? Mais grâce à Grimberg, nous savons où il était dans les années 70, agité au-dessus des patients et guérissant miraculeusement la cécité, réparant des membres cassés, etc., inversant le vieillissement. Les critiques de Grimberg n'ont pas tardé à faire remarquer que Grimberg n'avait pas contesté les affirmations de Pachita, y compris celles liées à son ascendance. Il n'avait également pas montré suffisamment de scepticisme à propos des rapports d'autres personnes sur ces miracles. Selon les critiques, Grimberg était plus un fan qu'un scientifique. Pourtant, il a proposé une explication scientifique qui semblait cohérente pour les miracles de Pachita. Grimberg a théorisé que Pachita pouvait entrer dans un état d'énergie pure où tout était modifiable. Et à partir de cet état, elle était capable de changer la réalité, de conjurer des organes à partir de l'air et de chasser les maladies sans contact ni médecine. Grimberg savait que l'explication sans preuve était inutile. Il s'est donné pour mission de concevoir des expériences qui prouveraient que nous vivons dans une matrice qui peut être manipulée avec des états modifiés de conscience. Bien sûr, les pairs de Grimberg dans le milieu académique n'avaient aucune patience avec ces affirmations. Ils ont rejeté sa théorie presque immédiatement, disant que c'était impossible à tester. Mais cela n'a pas arrêté Grimberg, qui a passé des années à peaufiner sa théorie et qui est finalement devenu connu sous le nom de théorie synthergique. Selon cette théorie, nous vivons dans une simulation en quelque sorte, créée par une matrice d'informations, où la matrice est comme le code source et notre conscience est comme un lecteur de code. L'expérience est créée lorsque le code de la matrice est exécuté par notre conscience. Grimberg a soutenu que des chamans comme Pachita pouvaient altérer leur état de conscience de lecteur de code à code écrivain et altérer la réalité à sa source. Comme résultat, je dois admettre que cette affirmation est assez audacieuse, mais elle a une certaine logique interne. Et pour prouver au moins une partie de sa théorie, Grimberg a conçu une expérience impliquant deux participants avec des électrodes attachées à leur tête, essayant de communiquer entre eux par télépathie. Après que les participants aient passé un certain temps à méditer, avec l'objectif de se connecter, ils ont été séparés. L'un était envoyé dans une pièce, et l'autre a été bombardé de sons et de lumière. Dans près de 25% des cas, l'activité des ondes cérébrales des deux participants a révélé des réactions simultanées. Apparemment, les deux cerveaux des participants réagissaient aux sons et lumières que seul l'un des participants vivait. En d'autres termes, leur cerveau était entremêlé télépathiquement, pendant un court instant. C'était la preuve de Grimberg du champ universel connectant tous les esprits humains. Une grande connexion de fond qui forme, vous savez, la matrice. Grimberg n'est pas le premier à avancer une telle théorie cependant. Le physicien théorique John Wheeler, qui est le plus célèbre pour avoir inventé le terme trou noir, a entendu parler, a avancé le principe anthropique participatif, qui postule que l'univers est créé par ses observateurs. Il a soutenu que chaque aspect de l'univers, des atomes jusqu'au continuum espace-temps, tire son existence d'informations qui seraient inutiles sans un observateur. Rappelez-vous, 99,99% de l'univers est de l'espace vide. Moins de 0,001% est de la matière. Et la matière est composée d'atomes. Et 99,99% de chaque atome est un espace vide. Plus vous regardez de près, plus vous trouvez d'espace vide. Donc ce n'est pas exagéré de dire
que la réalité elle-même est composée d'informations. À l'époque de Jacobo, de telles théories n'étaient pas prises trop au sérieux. Mais plus récemment, l'hypothèse de la simulation a gagné du terrain, et de nombreux poids lourds intellectuels sont ouverts à l'idée que nous vivons dans une simulation. Frank Tipler a été le premier à vraiment promouvoir cette idée en 1994. Nick Bostrom l'a popularisée en 2001. Mais dans les années 1980, lorsque Jacobo était en train d'essayer de défendre le concept informationnel de la matrice, il a été accueilli par le ridicule, la critique et l'ostracisme. Il a été poussé aux marges de l'académie. Mais pendant que les universitaires rigides lui tournaient le dos, Jacobo a trouvé de l'intérêt de la part d'un parti inattendu, la CIA. À l'époque, la CIA enquêtait sur les phénomènes psychiques, la vision à distance et la télépathie. Le travail de Jacobo faisait partie des matériaux étudiés par l'agence pour son projet Stargate. Dans le cadre de ce projet, l'agence a essayé de trouver des moyens d'utiliser la lecture de pensée, la vision à distance et la guerre psychique à des fins nationales et de sécurité. Oui, vous m'avez bien entendu. Maintenant, si de tels phénomènes n'existaient pas, le projet serait fermé dans 1 an, ou 2, n'est-ce pas? Mais le projet Stargate a duré près de 2 décennies, pendant lesquelles l'agence a effectué différentes façons d'introduire des expériences de sortie de corps. Mais tout cela se passait dans le secret, bien sûr. Donc le monde extérieur ne savait pas à quel point le CIA tenait le travail de Grimberg en haute estime. Et c'est pourquoi les universitaires traditionnels ont continué à le rejeter. Grimberg s'y attendait en fait. Donc il n'était pas vraiment découragé par le manque d'acceptation prévisible. Toutes les nouvelles théories commencent de cette manière, et tout ce que Grimberg avait à faire était de concevoir une expérience qui ferait taire les détracteurs, une fois et une bonne fois pour toutes. La plus grande critique de l'expérience de méditation simultanée de Grimberg était qu'elle était facile à simuler. Si les 2 participants étaient exposés à des lumières, leur activité cérébrale semblerait similaire. Grimberg pourrait alors prétendre que seul l'un des participants était exposé aux lumières, et faire en sorte que, vous savez, leurs 2 cerveaux étaient liés télépathiquement. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Donc si Grimberg voulait prouver que tous les humains sont connectés à travers ce champ neuronal universel, il devait faire plus que montrer des graphiques EEG de 2 personnes ayant participé à l'une de ces études à huis clos. Il s'est donc donné pour mission de faire taire les sceptiques avec une expérience qui serait impossible à simuler. Au cours de ce qui s'est avéré être ses derniers jours, la scientifique a dit à sa fille, Astutia, qu'il allait à Katmandou, la capitale du Népal, pour participer à une série de méditations. Maintenant, on dit qu'il voulait reproduire son expérience à grande échelle, en testant l'activité cérébrale des méditants sur 2 continents séparés. Une telle expérience serait plus difficile à discréditer et impliquerait plusieurs observateurs. Et cela prouverait enfin la théorie de Jacobo. Mais cette expérience n'a jamais eu lieu. Le 8 décembre 1994, Jacobo Grimberg a disparu sans laisser de traces, pas d'adieu, pas de dernier souhait. Au départ, il n'y a eu aucune tentative de le retrouver, car il était difficile de dire s'il était porté disparu ou s'il voulait être laissé seul. Mais après 4 jours, ses frères et sœurs ont commencé à se méfier lorsqu'il ne s'est pas présenté à sa propre fête d'anniversaire. Grimberg a été signalé comme disparu et les médias locaux ont fait passer le mot concernant la disparition du scientifique. S'il était au Mexique, quelqu'un était censé le croiser. Mais comme Grimberg avait mentionné qu'il allait à Katmandou, il pourrait être en dehors du pays. Quelque chose d'horrible aurait pu lui arriver. Heureusement, la fille de Grimberg, Estusia, était la chanteuse principale du groupe Heaven on Earth, ce qui signifiait qu'elle pouvait passer à la télévision. Et elle est bien passée à la télévision lorsqu'elle a apparu dans une émission d'une chaîne américaine pour offrir une récompense en espèces pour toute nouvelle concernant son père disparu. Le téléphone a commencé à sonner. Appel après appel avec des affirmations de témoignages, pratiquement tous s'effondraient sous l'examen. Les appelants ne pouvaient pas décrire Grimberg ou donner des détails comme sa taille, complètement faux. La personne qui vérifiait les conseils téléphoniques était Clemente Padilla, un policier mexicain qui n'avait laissé aucune affaire non résolue. Avant Padilla, les enquêteurs semblaient jouer
à la patate chaude avec le dossier de Grimberg, le passant sans que personne ne soit prêt à y mettre du travail. Mais Padilla était plus que prêt. Et il a commencé par vérifier auprès du contrôle des passeports des passagers du pays. C'est alors qu'il a appris qu'il n'y avait aucun enregistrement des scientifiques quittant même le Mexique. Padilla a ensuite recherché des témoignages de Katmandou et a réalisé qu'aucun indice n'était venu du Népal. Donc, il n'avait pas quitté le Mexique et personne ne l'avait vu à Katmandou. Cela allait restreindre le champ d'investigation de Padilla. Puisque Grimberg n'a pas pris d'avion pour sortir du Mexique, Padilla allait examiner les témoignages du Mexique et de ses 3 pays voisins. Et c'est ainsi qu'il est arrivé au seul témoignage fiable rapporté dans toute cette affaire. Une femme a dit à Padilla qu'elle se promenait avec son chien dans un quartier de Boulder, Colorado, quand elle a vu un homme qui ressemblait à Grimberg. Padilla lui a demandé comment elle savait à quoi ressemblait Grimberg, à quoi elle a répondu qu'elle était lectrice de Scientific American et avait vu la photo du scientifique dans l'un des numéros. Puis elle a dit à Padilla quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Apparemment, Grimberg était suivi par 2 hommes en costume. Il semblait savoir qu'il était suivi et n'a pas essayé de les éviter. Les protégeait-il? Ou s'assurait-il qu'il ne contactait pas qui que ce soit? Surtout, qui étaient ces hommes? Eh bien, Padilla savait comment trouver les réponses. Il suffisait de contacter la meilleure agence de renseignement du continent. Donc en utilisant sa position et ses connexions, Padilla a contacté un agent de la CIA. À sa surprise, l'agent connaissait les hommes dont il parlait. Il les a identifiés comme Rick Howard et Marina Velasco. L'agent connaissait Howard et Velasco car les 2 étaient ses collègues. Padilla avait l'impression d'avoir résolu l'affaire. L'homme qui ressemblait à Grimberg était suivi par des agents de la CIA. Il était assez clair ce qui se passait. Tout ce que Padilla avait à faire était de faire en sorte que le gouvernement américain demande des informations aux États-Unis. Mais quand Padilla a atterri au Mexique, il savait que les choses n'étaient pas normales. Des fonctionnaires l'attendaient avec une expression uniforme qui trahissait leur mécontentement. Padilla avait été retiré de l'affaire sans aucune explication satisfaisante, et frustré de voir qu'aucune de ses découvertes n'était utilisée par les enquêteurs suivants, Padilla a démissionné de son poste. Peu après, la PGR a perdu le dossier de Grimberg et a cessé d'essayer de le chercher. À ce jour, la disparition de Jacobo Grimberg est le seul cas que Padilla n'a pas pu résoudre. Pendant un certain temps, la 2e femme de Jacobo, Teresa, était le principal suspect. Grimberg avait laissé des messages vocaux pour que l'une de ses frères et sœurs se plaignant de la façon dont Teresa le torturait. Il s'est avéré que Teresa était jalouse et se disputait souvent avec le scientifique, qui recevait toutes sortes d'ascensions pour son travail révolutionnaire. Elle était bipolaire et avait épousé Grimberg sans informer sa propre famille. Cela a rendu le cercle proche de Grimberg très sceptique à propos de sa nouvelle femme. Ses frères, Astutia, tante Hilda, et même sa première femme pensaient tous que Teresa avait été placée par ceux qui voulaient contrôler Grimberg. Un peu comme un agent secret, travaillant pour Dieu sait qui. Beaucoup dans le cercle proche de Grimberg doutaient que Teresa soit même son vrai nom. Ses diplômes académiques semblaient faux, eux aussi. Et il semblait que Grimberg commençait à s'en rendre compte car depuis quelques mois, il ne dormait pas chez lui. Au lieu de ça, il choisissait l'inconfort de dormir dans sa voiture. Grimberg essayait-il de rester éloigné de Teresa? Eh bien nous ne le saurons pas, n'est-ce pas? Parce qu'exactement 1 an après la disparition du scientifique, Teresa a également disparu. Cela fait plus de 29 ans que Grimberg a disparu et à ce jour, l'affaire de sa disparition reste non résolue. La nature du travail de Jacobo, suivi de sa disparition mystérieuse, a fasciné les gens, en particulier ceux qui cherchent des connaissances ésotériques. Pour eux, la disparition du scientifique est un signe clair d'un dissimulage. Après tout, la CIA s'intéressait à son travail. Les documents déclassifiés de l'agence mentionnent le nom de Grimberg et son travail. Et son projet Stargate s'intéressait à la conscience, à l'influence et aux phénomènes psychiques. Peut-être que le plan de Grimberg pour visiter le Népal ne convenait pas à l'agence. Le seul problème avec cette théorie est que l'agence n'aurait pas grand-chose à gagner à faire disparaître le scientifique. Si quoi que ce soit, le mystère ne ferait que propager davantage ses idées.
il serait beaucoup plus pratique de saboter l'expérience internationale de méditation de Grimberg et de le faire passer pour fou. Le seul angle qui résiste à l'examen logique est que Grimberg est entré dans un programme de protection offert par la CIA. Mais cela ne correspondrait pas au caractère de quelqu'un qui était contre l'influence matérialiste occidentale. Grimberg voulait que les gens connaissent la vérité, et se cacher avec l'aide de la CIA ne semble pas être le meilleur moyen de faire en sorte que cela se produise. La deuxième théorie est similaire à la théorie de la CIA, mais au lieu de la CIA, c'est le gouvernement mexicain qui est blâmé pour la disparition de Jacobo. La plus grande chose en faveur de cette théorie est le fait que Padilla a été retiré de l'affaire par le gouvernement mexicain. Grimberg a été présenté à Donna Pachita par, rappelez-vous, la sœur du président. Et Pachita elle-même avait un passé politique. Dans sa jeunesse, elle a combattu avec Pancho Villa dans la Révolution mexicaine. Elle était recherchée par le gouvernement à différents moments de sa vie. Donc la politique était en jeu depuis le tout début. Et puisque le gouvernement mexicain à l'époque était prudent envers les personnes promouvant le vaudou et la sorcellerie, il a pu confondre Grimberg avec une influence négative. Le problème évident avec cette théorie est que le gouvernement du Mexique n'est plus le même. Le pouvoir a changé de main plusieurs fois depuis la disparition du scientifique, pourtant aucun lanceur d'alerte n'est venu se manifester avec même une accusation d'enlèvement ou de disparition forcée. Cela nous amène donc à la troisième théorie. Que le scientifique voulait simplement se retirer de la vie publique. Étant donné que son message a eu plus d'impact qu'il n'aurait jamais pu en sa présence, l'acte de disparition de Jacobo semble avoir tué 2 oiseaux d'un coup. Il a retrouvé sa vie privée, mais plus important encore, ses idées se sont répandues aux côtés de l'histoire de sa disparition. Jacobo n'avait plus besoin de prouver ses idées, à cause du mythe de sa disparition. Si les gens pensaient qu'il avait été enlevé par des agences gouvernementales, alors ses idées pourraient avoir un certain mérite. Cette théorie nécessite moins de conspirateurs, donc elle est assez plausible. Mais pour y croire, nous devons penser à Grimberg comme un homme extrêmement égoïste, qui laisserait sa propre famille en suspens. Et ce n'est pas vraiment l'image que l'on a de ce que ses amis et sa famille ont à dire à son sujet. Il ne semble pas vraiment que Grimberg abandonnerait sa propre fille et ses frères et sœurs pour Teresa, à moins que Teresa ne les fait disparaître. C'est aussi une théorie. Une que même l'agent Padilla a envisagée. Selon cette théorie, Teresa aurait pu faire quelque chose à Grimberg, mais pas pour son argent. Elle a encaissé un chèque de $1000 après sa disparition, mais ce n'est pas du tout assez d'argent pour tirer et enterrer son conjoint. La théorie de Teresa est en fait beaucoup plus sinistre, car elle semblait passer des appels réguliers de divers endroits à un gardien de nuit à Mnécole. Ce gardien avait un passé paramilitaire. Teresa a également été vue plusieurs fois avec une femme blonde. Ce n'est pas un gros problème en soi, mais quand elle a visité l'une de ses maisons pour récupérer son chien, des vêtements et d'autres affaires, la femme blonde était toujours avec elle. Cela donnait l'impression qu'elle était la manipulatrice de Teresa, ou quelque chose comme ça. Cela n'a pas aidé qu'elle ait donné des rapports contradictoires à différentes personnes. Elle a dit au gardien de l'une de ses maisons de ne pas revenir au travail puisque son mari avait pris un vol pour une autre ville au Mexique. Mais juste quelques jours après cela, elle a dit à la belle-mère de Grimberg qu'elle s'envolait pour le Népal avec le scientifique. Et des mois plus tard, elle a été aperçue seule sur une place à Tijuana, qui est au Mexique. Évidemment, pas au Népal. Et puis en décembre 95, elle a disparu aussi, plus jamais entendue. Et enfin, la théorie la plus folle est qu'il a quitté la matrice. Beaucoup citent les multiples disparitions de Pachita qui se produisaient à chaque fois que le gouvernement était après elle. Elle avait beaucoup de partisans prêts à l'abriter, mais que se passerait-il si elle se cachait en dehors de notre réalité? Et que se passerait-il si elle avait appris à Jacobo comment s'en sortir, au cas où quelqu'un en serait après lui? Pour croire à cette théorie, vous devez accepter que nous vivons dans une matrice, et que Pachita était d'une manière ou d'une autre capable d'en sortir. Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt à croire cela. Ne serait-ce que pour le fait que Pachita semble un peu comme une figure suspecte. Elle était assez célèbre pour avoir des célébrités à sa porte. Un de ses admirateurs était la légende du jazz,
Charles Mingus, qui est allé la voir à cause de son diagnostic de SLA. Il avait 54 ans à l'époque et ne pouvait plus jouer de contrebasse. Il a donc reçu une chirurgie spirituelle de Pachita, qui l'a fait s'allonger face contre le lit et a utilisé un couteau pour effectuer un rituel. Après que ce fut terminé, Mingus jura qu'il avait été guéri, comme il l'a remarqué, et je cite, « Elle sait comment couper juste entre les pattes de Dieu à Pachita. » Mingus était bandé et est parti satisfait. Sa femme, Sue Graham, était sceptique et a décidé de regarder sous le bandage pendant que le musicien faisait une sieste. Il n'y avait pas de sang, ni de coups sous le bandage, et elle n'a jamais dit à Mingus à ce sujet et a continué à changer ses bandages. Quelques mois plus tard, Mingus est mort d'une crise cardiaque causée par la maladie. Le seul pouvoir que Pachita semblait avoir était la capacité de faire croire aux gens en elle. Mais l'affirmation qu'elle pouvait sortir de la réalité et a appris à Jacobo à faire de même est une théorie fascinante qui n'est pas étayée par des preuves. Tout comme le travail de Jacobo en fait, dont une grande partie a disparu avec lui. Il y a eu une tentative de reproduire les méditations expérimentales que Jacobo a menées, mais les résultats étaient loin de ce qu'il avait obtenu. Personne n'a pu reproduire les expériences de Jacobo, et donc sa théorie reste non prouvée par les hommes scientifiques modernes. S'il existe des preuves que nous vivons dans un hologramme, les scientifiques de nos jours n'ont pas pu les trouver. Mais peut-être le retournement le plus poétique. La disparition de Jacobo sert de rappel que juste parce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose, ne signifie pas que cela n'existe pas.